Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, c'est très important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement si évidemment mes vidéos vous plaisent. Donc aussi, autre précision, n'oubliez pas de vérifier vos abonnements puisque comme d'habitude, YouTube désabonne mes nouveaux abonnés. Donc toujours vérifier que votre abonnement est toujours actif, que la petite cloche aussi est active pour ne rien manquer, bien sûr. Donc là, c'est le point sur l'Ukraine du 10 février 2024 avec comme titre principal Avdiivka va tomber. Ça y est, cette fois c'est confirmé. Avec moult cartes, avec moult confirmations, avec même de grands journaux occidentaux qui le confirment enfin. Donc moi évidemment ça fait très longtemps que je vous le dis puisque c'était absolument inéluctable. Avdiivka étant dans un chaudron avec la seule ligne d'approvisionnement qui a depuis longtemps été coupée, alors pas coupée physiquement comme on pourrait le penser avec des troupes russes sur la route d'approvisionnement unique qui reste, non, la route, elle est toujours là, mais elle est perpétuellement bombardée par l'artillerie et elle est perpétuellement surveillée par des drones russes. Donc très très peu d'Ukrainiens s'y risquent, et quand ils s'y risquent, j'ai envie de vous dire, il y a 90% du temps où bah, les troupes sont massacrées, bien sûr. Donc c'est comme si elle était coupée, cette route, en réalité. Alors Avdiivka, hein, évidemment, grande forteresse ukrainienne. Il y en a une autre qui résiste, c'est Ougledar, dans le sud-ouest de Donetsk. Mais Ougledar, bah, c'est tout petit par rapport à Avdiivka. Mais quand même, Ougledar représente un verrou pour les Russes. Donc évidemment, Ougledar va tomber hein, par épuisement, parce que c'est pareil, même si Ougledar n'est pas dans un chaudron et peut être encore approvisionné, mais comme c'est beaucoup plus petit qu'Avdiivka, ce sera beaucoup plus facile pour les Russes. Bon, Avdiivka, qui était l'unique dernière grande forteresse ukrainienne, va tomber. Comme je vous l'ai dit à maintes et maintes reprises dans beaucoup de points sur l'Ukraine déjà, quand Avdiivka va tomber, ça va être un coup terrible à l'image de Bakhmut, donc au niveau des troupes, bien entendu, parce que c'est quand même des milliers de soldats qui y sont morts et des milliers de soldats qui vont rester là, certainement prisonniers, car je pense qu'ils vont se rendre. Je ne crois pas qu'ils vont faire comme avec Mariupol jusqu'au bout. Alors évidemment, à Mariupol, il y a eu beaucoup de prisonniers, hein, bien entendu, mais c'était vraiment dos au mur, un cas extrême. Avdiivka, ils peuvent encore plus ou moins se battre. Donc je suppose que pour la com, ils vont encore résister un petit peu, mais je suppose aussi qu'ils vont se rendre en masse. Ce n'est que mon avis, je ne crois pas qu'ils se feront massacrer jusqu'au dernier. Ce serait d'une stupidité incroyable et et de deux, bah, beaucoup de ces gens-là ont une famille, quand même, faut pas l'oublier. Donc déjà que c'est tragique, on va pas rajouter du tragique au tragique. Voilà. Alors évidemment, je vous montrerai aussi quelques informations qui vous montrent que quelquefois les soldats sont là depuis 2 ans. Cela dit, ce n'est pas un scoop puisque cela a déjà été dit sur LCI. Je vous l'avais déjà montré. Voilà. Bon, sauf que là, en plus, vous verrez que les Russes ont capturé une femme ukrainienne qui est allée se battre sur le front uniquement pour gagner de l'argent, parce que c'est une femme qui a 3 enfants, qui ne gagnait absolument rien, qui n'avait strictement aucune aide de l'État. Son mari est mort au combat, et pour survivre, elle a dû s'engager dans l'armée.
Donc elle raconte son histoire, je vais vous montrer la vidéo. Et elle a été capturée donc par les Russes, vous allez voir ça. Donc c'est très intéressant. Alors à part Avdiivka, on a bien entendu la nouvelle tant attendue que je vous annonce depuis plusieurs semaines déjà. Hein, pour vous qui me suivez, bah, ce n'est pas un scoop puisque je vous avais déjà préparé psychologiquement depuis bien longtemps. C'est-à-dire que Zelensky a enfin licencié Zaloujny. Il était temps, les deux hommes ne s'entendent pas du tout, donc fallait que ça arrive. Et là, il y a eu un petit rebondissement puisque c'est le général Sierski, le général en chef des forces armées terrestres, qui va reprendre le relais, qui va prendre le relais. Et Zaloujny, apparemment, d'après le journal TASS, évidemment, on verra tout un tas d'articles ensemble, a accepté le poste d'ambassadeur à Londres. Alors vous vous souvenez, l'ex-ministre de la Défense ukrainien Reznikov, lui aussi avait accepté le poste d'ambassadeur à Londres. Donc Reznikov, je suppose, a démissionné pour laisser la place à Zaloujny. Bon, vous voyez que c'est tellement ridicule, tellement ridicule. On est en pleine guerre, on vire le ministre de la Défense, on vire le chef d'état-major, on le remplace par le général des forces armées terrestres, le général des forces armées trémesses, Sielski, pour information, qui est détesté des soldats. Et oui, alors il s'est fait détester sur Bakhmout, parce que je vous rappelle, il y a quelques mois de cela, je vous le répétais toutes les semaines, que ces Zaloujny étaient mis dans un placard pendant 9 mois. Donc c'est le général Sielski, en fait, qui commandait les troupes terrestres, et en particulier à Bakhmout, parce que lui s'occupait surtout de Bakhmout. Et il s'est fait détester des soldats là-bas. Voilà. Alors que Zaloujny, lui, il était assez aimé des soldats. Voilà. Même s'il était complètement incompétent de toute manière et qu'il avait osé désobéir aux Américains. Et c'est aussi pour ça qu'il est viré d'ailleurs. C'est parce qu'il a désobéi aux Américains. Évidemment, Zelensky le vire pour cela. Mais Zelensky, lui, il a rien dit. Lui, c'est lui chef des armées suprêmes, hein, Zelensky. À l'époque, lui, il n'a pas contredit Zaloujny. Hein. Alors là, maintenant, il met le blâme sur Zaloujny aux yeux des Ukrainiens pour avoir une excuse. En gros, fallait une tête de Turc et c'est Zaloujny. Bon, voilà, ça vous montre déjà l'ambiance et l'état d'esprit de Zelensky. Voilà, fallait un bouc émissaire et c'est Zaloujny. Donc Zaloujny, il a osé dire non aux Américains. C'est l'excuse de Zelensky pour dire, bah regardez, voilà pourquoi on a perdu la grande offensive sur Tokmak, Melitopol, mer d'Azov, c'est à cause de Zaloujny. Voilà, c'est ce qui est dit évidemment en Ukraine. Fallait un bouc émissaire. Donc on a ça comme information. Et la troisième information importante, c'est que le Congrès américain a à nouveau rejeté le budget pour l'Ukraine. Alors pas que, il y a d'autres budgets, il y a aussi pour Israël et tout, parce que tout a été mis dans un paquet, comme je vous l'avais déjà dit. C'est Joe Biden qui avait décidé ça. Ça devait être une ruse pour que le Congrès lâche en mettant le budget israélien dedans. Et bah non, au final, non, ça s'est pas bien passé comme ça. Donc ça y est, les républicains ont rejeté. Et apparemment, tout le monde est d'accord, tous les connaisseurs sont d'accord pour dire que c'est définitif. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus aucun budget pour l'Ukraine. À part miracle, mais personne n'y croit, ça y est, c'est fini pour l'Ukraine. Là, il n'y a plus que l'Union européenne pour l'Ukraine. Voilà les trois sujets. Évidemment, nous allons voir bien d'autres sujets. Petit aparté, là comme ça, vite fait, bon, vous avez entendu le fait que Tucker Carlson a interviewé Vladimir Poutine. Ça a duré légèrement plus de 2 heures, grand événement mondial. Et bah donc il a pu faire son interview avec Vladimir Poutine.
il a pu atteindre son but, Tucker Carlson. Voilà, donc ça c'était la petite information comme cela. Allez, on va commencer par les articles, mais avant que j'oublie, comme d'habitude, cette vidéo est en 3 parties. Les informations générales qui seront suivies de la conclusion, et enfin la carte militaire afin que vous sachiez ce qui se passe sur place. Et là, bien évidemment, on va surtout parler d'Avdiivka. Voilà, allez, on commence par les articles. Donc là, on va commencer avec la carte d'Avdiivka. Donc vous pouvez voir que il y a eu un assaut qui a été fait. Alors là, les flèches sont trompeuses puisqu'en fait, le gros de l'assaut vient du nord. Ça vient du nord d'Avdiivka et il y a eu 3 petits assauts venant du sud, mais 2 très gros assauts venant du nord d'Avdiivka. Donc là, vous pouvez voir la coquerie, le fameux terril qui fait plus de 100 mètres de haut, et donc Avdiivka, ici, Avdiivka, ça descend jusque là, voilà, c'est tout en longueur. Et donc bah, ça a été pris par les Russes, principalement par le nord. Alors évidemment, tout n'est pas pris par les Russes, mais en gros, là, ce qu'on dit, c'est que la moitié nord, donc ça a été coupé en deux. En gros, la moitié nord maintenant appartient aux Russes, à peu près, et il reste encore la partie sud, où les Ukrainiens se battent encore. Mais en gros, toute la partie nord hein, est prise par les Russes, donc on peut dire qu'Avdiivka est plus ou moins coupé en deux au moment où je vous parle. Alors l'assaut a été donné le 6 février, entre le 5 au soir et le 6, on va dire, et donc il a été terrible. Alors d'après ce que j'ai lu dans les rapports, en fait c'est que les Russes ont senti une faiblesse énorme, relativement soudaine, côté ukrainien, et toujours d'après ce que j'ai compris, c'est tout simplement parce qu'il y avait quasiment plus d'obus et de drones envoyés. Ouais, principalement les obus. Donc comme c'était le calme plat, les Russes ont subodoré que bah, ils avaient quasiment plus d'obus, que c'était la fin. Ça tirait presque plus. Bref, hop, ils ont lancé l'assaut. Principalement venant du nord. 2 gros assauts du nord, 3 tout petits assauts du sud. Ça a été un franc succès côté russe. Donc on peut dire que Avdiivka, bon, va tomber, bien évidemment. En combien de temps? Bah, ça reste la question. Quelques jours, demain, on ne sait pas. Puisque ça va dépendre si les Ukrainiens à l'intérieur vont se battre jusqu'au bout, jusqu'au dernier, ou s'ils vont se rendre en masse. Nous verrons. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant la carte avec Avdiivka. Alors voici un article de Newsweek qui date du 6 février. Que dit-il? Avdiivka est sur le point de tomber. Donc, on va pas tout lire, hein, juste ça. Les troupes russes progressent vers Avdiivka, posant une situation critique pour les forces de Kiev, ont averti les chaînes ukrainiennes Telegram, dans un contexte où la ville de Donetsk pourrait être la première colonie capturée par Moscou en 8 mois. En octobre dernier, la Russie a lancé une offensive contre la colonie, considérée comme une porte d'entrée vers la ville voisine de Donetsk, occupée par la Russie, et un élément essentiel dans l'objectif du Kremlin de prendre le contrôle de toute la région sud-est du Donbass. Ah oui, une fois que Avdiivka sera tombé, toute la région de Donetsk, quasiment tout, va pouvoir être pris, évidemment, parce que Avdiivka est le dernier grand verrou pour prendre toute la région de Donetsk, tout l'oblast de Donetsk. Donc voilà sur l'article concernant Newsweek. Alors dernier article concernant Avdiivka, je n'ai pas pu résister de vous montrer The Kyiv Post, Ukraine's Global Voice, c'est-à-dire un des plus grands journaux ukrainiens. Bon, pour ceux qui me suivent, vous les connaissez, je lis Kyiv Post, Ukraine Forum, Ukrainska Pravda, pour ne parler que des 3 principaux journaux ukrainiens. Et là, regardez, là, c'est assez drôle. Crise dans le secteur critique d'Avdiivka, préviennent de grands journalistes militaires ukrainiens.
Moscou affirme que ses troupes sont définitivement en train de gagner Avdiivka. Et Kiev affirme que ses forces tuent les soldats du Kremlin à gauche et à droite. La réalité semble être que la bataille pourrait encore se dérouler dans un sens ou dans un autre. Vous notez déjà le déni total. On a vraiment l'impression de relire les articles sur Soledar, Bakhmut, Mariupol. Vous voyez, c'est à l'image des Monty Python. Bon, pour ceux qui connaissent les Monty Python, ça me rappelle le sketch où vous voyez deux chevaliers en train de se battre. Il y a un chevalier, il perd un bras et il dit oh c'est juste une égratignure. Il perd un deuxième bras. Oh une petite blessure, pas grand chose. Il perd une jambe. Oh ça peut encore aller, je peux me battre. Il perd l'autre jambe. En fait ça devient un ver de terre. Et il est toujours à terre et il profère encore des injures comme quoi il va tuer l'autre chevalier. Vous voyez, c'est ça. C'est là on a l'impression de voir un sketch des Monty Python là. C'est toujours dans le déni avec l'Ukraine. Alors ils essayent à contre-cœur d'être plus ou moins objectifs en donnant les informations que Moscou dit qu'ils sont en train de gagner à Avdiivka. Mais Kiev affirme que ils tuent des soldats à droite et à gauche, bref, comme à Bakhmut, c'est-à-dire à Bakhmut, Kiev disait qu'il nageait dans un océan de cadavres de soldats russes. C'est comme ça qu'ils nous le vendaient. Alors évidemment, le ridicule ne tue pas, heureusement, même si pour le coup, là, malheureusement, les décisions de Kiev de ne jamais faire de retraite, jamais, parce que Zelensky est adamantin sur ce point-là, jamais il ne doit y avoir de retraite. Quoi qu'on en dit dans les médias, ah, faut faire attention à nos soldats. Nous, on pense les Ukrainiens à nos soldats. Ah oui, nous, on y pense. Hein. Voilà, bon, évidemment que de la communication et la preuve est là pour la millième fois, quoi. Et là, j'adore la phrase finale. Ah, on peut, en gros, ça veut dire on peut encore gagner la guerre hein, dans Avdiivka. Je veux dire, la bataille d'Avdiivka peut encore être gagnée. Ça peut encore être dans un sens ou dans un autre. Il y a juste 45 000 soldats russes contre là, aux dernières nouvelles, allez, peut-être 4 000, 5 000 soldats ukrainiens pris dans un chaudron depuis des mois, quasiment, quoi, pour ainsi dire, sans approvisionnement. Ah, mais vous savez, on a encore une chance. Bon, voilà. Deux journalistes militaires ukrainiens indépendants de premier plan ont tiré la sonnette d'alarme dimanche sur les intenses attaques russes contre la ville assiégée d'Avdiivka. Les plateformes d'information du Kremlin ont déclaré que les assauts se déroulaient bien, tandis que des sources officielles de Kiev ont indiqué que les défenses étaient solides et tenaient bon. Même devant l'évidence, hein, on a juste Newsweek qui dit que Avdiivka va bientôt tomber parce que c'est une évidence. Et pourtant Newsweek, hein, on parle de Newsweek, hein, des acharnés pro-ukrainiens, hein, comme le Daily Telegraph. Hein. Donc même Newsweek le reconnaît, mais eux non, Kiev Post toujours pas. Bon, c'est presque pathétique, j'ai envie de vous dire. Hein. On pousse le grotesque presque au pathétique, mais bon, on a l'habitude avec Kiev, ça a toujours été comme ça. Allez, on arrête pour Avdiivka. Alors là, avant de parler du deuxième grand sujet, c'est-à-dire le licenciement de Zaloujny, j'aimerais vous parler un petit peu de la mobilisation en Ukraine, parce qu'il y a eu une petite information. Donc d'abord, je vous lis l'article du Parisien qui reprend l'article en réalité de l'AFP. Guerre en Ukraine, Kiev vote en première lecture un projet de loi sur la mobilisation militaire. Ce texte controversé prévoit de simplifier les procédures d'enrôlement et d'introduire des sanctions pour les réfractaires. Alors ça a toujours été un sujet depuis quelques semaines maintenant en Ukraine, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, c'est le fait que l'Ukraine demande une mobilisation de 500 000 nouveaux hommes. Alors évidemment, ça fait une polémique énorme en Ukraine, les Ukrainiens n'en veulent pas, Zelensky au début a rejeté la faute sur Zaloujny
en disant hey, moi j'ai rien demandé, c'est Zaloujny qui lui a dit que c'était 500 000 hommes, moi j'ai rien dit. Voilà, donc il y a une guéguerre entre Zelensky et Zaloujny sur ce sujet-là. Alors la mobilisation en Ukraine, c'est absolument terrible comme sujet, puisque ça touche les familles directement, les Ukrainiens directement. Ça a déjà fait des centaines de milliers de morts. Là, souvent, on parle de 500 000 morts côté ukrainien, alors que c'est 50 000 morts à peu près côté russe au niveau des soldats. Je dis bien des soldats morts. Je vous en ai parlé à maintes reprises, on ne va pas y revenir ici. Donc là, en fait, c'est tellement délicat comme sujet que France 24 en a fait un mini-reportage et je vais vous montrer ce mini-reportage concernant la mobilisation en Ukraine et le fait que il n'y a pas de changement de troupes. Il y a des troupes, je vous l'ai déjà dit, qui sont en train de se battre depuis 2 ans. Il y a des troupes qui n'ont pas de permission, ils n'ont même pas de week-end. Donc les familles s'inquiètent, souvent les femmes, bien entendu, des soldats s'inquiètent énormément. Et c'est comme ça partout en Ukraine. Donc tout le monde craint la mobilisation. Je vais vous montrer ce petit reportage de France 24. Ces jours-ci, Maxime évite de sortir. Je vis dans un état de stress et d'anxiété permanent. Je passe mon temps à scruter les chaînes Telegram pour élaborer mes trajets sans me faire attraper. Sur Telegram, il suit les nombreuses chaînes qui montrent où se situent les recruteurs, dont les méthodes sont parfois musclées. Ils pourchassent les gens comme des chiens. Et désormais, ils proposent aussi de bloquer les comptes bancaires pour qu'on ne puisse même plus acheter du pain. Ou bien, si l'on part au front, on peut théoriquement gagner de l'argent, mais qui sait quand et si on va revenir? Ils envoient des gens ordinaires qui n'ont aucune compétence militaire. C'est impossible d'apprendre cela en un mois. Dans la région de Donetsk, ces soldats à l'entraînement tiennent à dissiper ces peurs. Nous non plus, nous ne savions rien faire. La plupart d'entre nous n'avaient aucune idée de ce qu'est la guerre. Aujourd'hui, nous offrons à tous nos gars une aide psychologique pour qu'ils comprennent que l'armée, ce n'est pas qu'une histoire d'horreur où on t'attrape, on te donne un uniforme, un fusil automatique et on t'envoie mourir sur le front. Ces hommes sont formés pendant au moins 10 semaines avant d'être envoyés ici par faire leurs acquis. Alors que de moins en moins d'Ukrainiens s'engagent pour combattre, ces officiers veulent projeter une image rassurante pour attirer de nouvelles recrues. J'ai entendu que par endroits, c'était encore ouvertement soviétique. Pas ici, Dieu merci. Dans d'autres bataillons, certains ne connaissent même pas leur commandant d'unité. Ici, ils peuvent aller le voir, lui serrer la main et lui parler comme à un ami. Direction la ligne de front, avec un combattant fraîchement recruté. En comptant mon entraînement, cela fait 3 mois que je me suis engagé. Mes impressions de l'armée sont très positives. Il y a beaucoup de gars bien sur qui on peut compter. Odessa s'est engagé volontairement, mais il en connaît d'autres qui ne veulent pas y aller. Ces vidéos où l'on voit les recruteurs traîner les gens de force dans leur fourgonnette, ça ne sert pas franchement notre processus de mobilisation. Quand les gars ordinaires voient ça, ils ont encore plus peur. Nous avons débuté une campagne de recrutement pour que les gens s'engagent volontairement. Nous voulons attirer ceux qui rejoignent l'armée par vocation. Mais la mobilisation est aussi nécessaire. Si la personne ne sait pas ce qu'elle veut, alors oui, la mobilisation obligatoire est indispensable. Nous l'interrogeons alors sur ceux qui ne veulent pas servir, comme Maxime que nous avons rencontré à Kiev. À la fin, il aura honte. Nous allons gagner, nous vaincrons, la paix reviendra. Et lui, que sera-t-il? Pourtant, parmi l'élite politique, certains commencent à remettre en cause ces méthodes et les débats au Parlement pour durcir la mobilisation sont houleux. Nous ne pouvons pas, en Ukraine, avoir recours à la mobilisation répressive forcée. Les gens accepteront de s'enrôler, mais ils doivent avoir un entraînement digne de ce nom. En attendant, seuls ceux qui savent déjà tenir les armes, c'est-à-dire les agents des forces de l'ordre, peuvent remplacer en urgence ceux qui doivent être relevés. Une première version du texte de loi sur la mobilisation a été renvoyée au Conseil des ministres par les députés et le sujet divise. Aux grandes dames de Roman Lozinski,
lui-même député, qui s'est enrôlé comme soldat. À chaque fois que je reviens à Kiev et que j'entends ces discussions, et si on en parlait pendant un mois encore, nous sommes en Ukraine et nous nous battons pour notre indépendance. Il n'y a pas de solution facile. Envoyer plus de policiers ou de procureurs sur le front, il y a plein de policiers qui sont déjà en train de combattre. Nous ne pouvons pas nous permettre de jouer à des jeux politiques à qui marquera le plus de points avec ces sujets-là. Oksana est enceinte de 7 mois. Son mari combat sur la ligne de front. L'eau lui offre un précieux moment de détente. Quand je reste à la maison et que je n'ai pas de travail ou de rendez-vous, je commence à broyer du noir. C'est une fille, nous l'appellerons Mariana. Andrei ne m'a pas vue enceinte, seulement en vidéo. Oksana et Andriy se parlent presque tous les jours, mais les nouvelles sont parfois inquiétantes. Oksana se prépare déjà à coucher seule. Je voudrais que nous soyons ensemble pour la naissance, mais ils ne lui donneront pas de permission. La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était en été. Ils ne le laisseront même pas venir pour un week-end. Ils n'ont pas assez de monde. Là, vraiment un tout dernier mot, parce que c'est en rapport. Là, vous allez voir donc une femme ukrainienne qui est devenue soldat. Elle est devenue soldat parce qu'elle a 3 enfants à nourrir. Elle avait plus de revenus. Son mari a été tué lors des combats. Donc elle s'est engagée en gros pour gagner de l'argent. Et donc elle s'est fait capturer par les Russes. Et là, elle donne son témoignage. Donc voici son témoignage. Donc là, elle dit qu'elle a été au front pour gagner de l'argent parce que son mari est mort. Aucune compensation ne lui a été donnée du fait que son mari était mort. Ça, c'est une grosse information. J'ai 3 enfants à la maison. Ils ont besoin d'être nourris. Personne ne pouvait m'aider et personne ne m'a aidé. J'ai mis mes enfants chez ma mère. Au début, j'ai essayé de trouver un travail moi-même, mais il n'y a rien qui payait suffisamment. Et donc, je me suis enrôlé dans l'armée. Et j'ai signé pour l'armée ukrainienne. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant ce cas-là, qui est très édifiant et qui en dit très long sur ce qu'il se passe en Ukraine concernant la mobilisation. Alors là, maintenant, on va passer à l'affaire Zaloujny. Alors là, de Ouest France, on a guerre en Ukraine, le populaire commandant en chef Zaloujny, remplacé par le général Sierski. Le commandant-chef de l'armée ukrainienne, Valery Zaloujny, a été remercié ce jeudi 8 février. Il a été remplacé par Alexander Sierski, qui était jusque-là chef de l'armée de terre. Voilà. Donc je vous en ai déjà parlé. Bon, voilà. Sierski remplace Zaloujny alors que Sierski n'est pas aimé de ses troupes. Donc à mon avis, cela n'augure rien de bon. Alors là, sur la photo, vous voyez Zaloujny, là vous voyez Boudanov, là vous voyez Reznikov, l'ex-ministre des armées, ministre de la défense ukrainien, et là vous voyez le général Sierski. Ouais, tout le monde est sur la photo là. Alors, que nous dit TASS? TASS nous dit que Zaloujny a été d'accord pour prendre un poste d'ambassadeur au Royaume-Uni. Donc en gros, il reprend le poste qu'avait accepté Reznikov, c'est-à-dire lui, donc l'ex-ministre de la Défense ukrainien. Donc voilà, bon, alors maintenant, nous allons voir si c'est confirmé, mais apparemment, c'est dit dans TASS, donc qui est quand même l'agence russe. Donc si TASS le dit, à mon avis, c'est que c'est véridique.
Bon, vous voyez, hein, c'est les chaises musicales, hein. Tiens, je te donne ce poste, ça va te consoler. T'es nul, mais c'est pas grave, regarde un poste d'ambassadeur. Voilà, là où on met tous nos incompétents ayant un bon grade. Ne t'inquiète pas, tes beaux jours sont assurés. Mais bon, bref, on va conclure sur l'affaire Zaloujny. Donc, on va résumer très vite. On a un Kirilo Boudanov, directeur du SBU, qui avait plus ou moins accepté le poste de Zaloujny quand Zelensky lui en avait parlé, et puis à la dernière minute, il a refusé. On a le général Sielski qui devait prendre aussi le poste de Zaloujny, mais lui, dès le début, il avait dit non, et maintenant il a changé d'avis et dit oui. On a Zaloujny qui accepte un poste d'ambassadeur à Londres. On a, bon bref, beaucoup de changements dans le gouvernement ukrainien et au plus haut niveau. Évidemment, vous vous doutez bien que le moral des pauvres soldats ukrainiens ne va pas s'améliorer en voyant ces changements considérables au plus haut sommet du gouvernement. Vous doutez bien que tout cela ne va pas aider. Et en plus avec un nouveau chef d'état-major qui est détesté des soldats ukrainiens, d'après ce que j'ai pu lire dans les rapports. Donc tout ça va de mal en pis pour l'Ukraine. Et de toute manière, cela ne peut que aller vers le pire, hein. De toute manière, l'Ukraine, depuis le 24 février, ne cesse de s'enfoncer dans un gouffre sans fond. Et de toute manière, n'a strictement aucune chance. Il n'en avait strictement aucune, même quand elle était au mieux de sa forme, entre guillemets, même quand les Américains étaient là. Hein, je vous l'avais déjà dit... tellement de fois, ça fait 1 an et demi que je vous répète toujours la même chose et à chaque fois c'est invariablement vrai, parce que les faits sont tenaces, les faits sont là, tous les connaisseurs vous le diront. Bref, donc on arrive à une fin inéluctable et là ça se précipite, c'est tout. Bon bref, on arrête là pour le cas de Zaloujny. Alors maintenant on va parler du second refus du Congrès américain quant au budget consacré à l'Ukraine. Donc là, on a l'article du Guardian qui date du 8 février et que lit-on ? L'échec du financement américain aura de graves conséquences sur le champ de bataille selon l'Ukraine. L'assistant de Zelensky déclare que la politique étrangère est devenue l'otage de la politique intérieure après que les républicains ont torpillé le projet de loi sur l'Ukraine. Car oui, effectivement, pour les républicains, ce qui compte, c'est l'immigration mexicaine, c'est la frontière avec le Mexique, c'est la drogue, la pauvreté, le manque de moyens dans les infrastructures de base, c'est-à-dire les infrastructures électriques, les infrastructures hospitalières, de la justice, de la police, etc. La liste serait sans fin. Donc oui, c'est la politique intérieure qui compte, tout du moins pour les républicains. On va pas tout lire, hein, juste ces 2 paragraphes. L'échec répété de l'administration Biden à faire approuver par le Sénat un plan de financement pour l'Ukraine aura de réelles conséquences en termes de vie sur le champ de bataille et de capacité de Kiev à retenir les forces russes sur la ligne de front, affirment des responsables ukrainiens. La dernière décision des républicains du Sénat de torpiller un projet de loi bipartite qui aurait combiné une aide de 60 milliards de dollars à l'Ukraine avec une aide à Israël, Israël c'est 14,3 milliards de dollars, et des mesures de sécurité accrues aux frontières est un coup dur pour Kiev. Cela pourrait annoncer une année très sombre à venir alors que l'agenda politique américain s'installe dans une année électorale avec Donald Trump, presque certain d'être candidat républicain. J'adore le presque certain. Bien sûr que c'est le candidat républicain et bien sûr que, sauf énorme fraude électorale encore beaucoup plus grande que la précédente de 2016, eh bien Donald Trump est certain de devenir le futur président américain. En plus, c'est pour ça que quand Donald Trump a pris la parole il y a peu en disant que voter le budget pour l'Ukraine serait un acte idiot et que seul un fou voterait une loi pareille, les républicains ont bien compris le message, hein. C'est en gros une menace voilée de Trump parce que comme il est, allez, lâchons le mot, certain d'être le nouveau président américain
à moins d'une fraude électorale ultra massive, eh bien, il est sûr d'être président. Donc, évidemment, les républicains qui auraient osé aller contre Trump en subiraient les conséquences. C'est ça que ça veut dire. Donc, en gros, là, c'est Trump qui décide. Trump a décidé, voilà. Surtout que là, le Sénat a dit non, à peu de voix près, certes, mais la Chambre des représentants, elle, à majorité républicaine, elle a dit immédiatement que non, que même si ça passait à la Chambre des représentants, ça ne passerait jamais. Et ça, c'est le président de la Chambre des représentants qui l'a dit, qui est républicain. Donc en gros, c'est mort, l'Ukraine, c'est terminé, c'est enterré. Et là, c'est la voix de l'argent qui parle. Attention, la voix de l'argent, hein, pas des mots creux. Hein. Bref, donc c'en est fini de l'Ukraine, bien évidemment, puisqu'il n'y a plus les États-Unis dans la course. Encore une fois, nous verrons si fraude électorale il y a. Mais là, Biden vient encore de s'enfoncer en faisant des gaffes très récemment à la télé américaine, en confondant encore des gens, des dates, des lieux, bref, en montrant aux yeux du monde son Alzheimer ou sa sénilité, comme vous voudrez. Donc déjà, en premier lieu, il n'aurait jamais dû être président américain. Donc là, vous doutez bien que la fraude ultra massive de la première fois ne peut pas se réitérer 2 fois. C'est pas possible. Encore une fois, sauf acte extrême de la NSA, du FBI, de la CIA, pour changer les élections. Bref, nous verrons bien. Donc là, vous avez noté ces derniers temps que les Américains lâchent l'Ukraine, et de manière extrêmement concrète. Donc il y a eu un premier refus du Congrès américain concernant le budget pour l'Ukraine. Là, il y a eu un deuxième refus du Congrès américain. Mais en fait, l'origine de l'abandon des États-Unis vis-à-vis de l'Ukraine remonte déjà un petit moment. Si on reprend l'article du New York Times qui date du 18 janvier 2024, on a « La guerre est à l'ordre du jour à Davos, mais l'accent est ailleurs. Les dirigeants réunis au Forum économique mondial sont obsédés par les élections et l'intelligence artificielle, pas par l'Ukraine ou Gaza. » Donc ça, quand il y a eu le forum de Davos, je vous en avais déjà parlé. Ce qui a été important, c'était l'économie avec le changement structurel international économique causé par les BRICS, qui font un changement énorme au niveau de l'économie mondiale. Le fait même que la Russie se restructure totalement fait un changement économique mondial. C'était ça, en réalité, le gros sujet à Davos. Les élections, certes, puisque là, les grands pays d'Europe s'inquiètent du fait qu'il y a une montée du populisme, entre guillemets, de droite. C'est-à-dire que, par exemple, en Allemagne, l'AfD prend le pas sur les autres partis politiques, mais dans bien d'autres pays, Suède, Danemark, Pays-Bas, etc., Autriche, donc tout ça les inquiète fortement, car si les partis que disent les médias les nomment extrême droite, j'aime pas du tout ce terme qui est péjoratif, bref, la montée des souverainistes, voilà, ça c'est beaucoup mieux. Si les souverainistes sont au pouvoir, bah, forcément, ils vont contrecarrer Davos, ils vont contrecarrer l'État profond. Hein, le Forum économique mondial, tout ça va être contrecarré. Donc ils sont en panique. Donc ça a commencé déjà là. Et regardez, là maintenant, ça vient de tasse. Les États-Unis et l'Union européenne doivent résister aux tentatives visant à entraîner l'OTAN dans le conflit en Ukraine. Et ça vient de Scholz. Le chancelier allemand a souligné que les États-Unis et les pays de l'Union européenne ne recherchent pas la confrontation et ne se considèrent pas en guerre contre la Russie. Et ça, c'est Scholz au 8 février. Vous voyez, on ne va pas tout lire. Hein. Le chancelier allemand Olaf Scholz a promis que l'Union européenne et les États-Unis déploieraient tous leurs efforts pour résister aux tentatives visant à entraîner l'OTAN dans le conflit ukrainien. Nous ne nous considérons pas en guerre contre la Russie.
et nous ne cherchons pas la confrontation avec la Russie, a écrit Olaf Scholz dans un article d'opinion pour le Wall Street Journal. Selon le chancelier allemand, les États-Unis et l'Union européenne s'opposeront à toute tentative visant à entraîner l'organisation du traité de l'Atlantique Nord dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Vous voyez le changement? Vous voyez le changement? Il n'y a pas si longtemps, Olaf Scholz, c'était quoi qu'il en coûte pour aider l'Ukraine. Le quoi qu'il en coûte. Il y a encore jusque très récemment. Macron ne disait pas autrement. Macron a dit quoi qu'il en coûte. Faut aider l'Ukraine, faut vaincre la Russie. Et là, vous voyez, les États-Unis et l'Union européenne doivent résister, d'après Scholz. Vous voyez que Scholz reprend en main, là, les manettes du leadership de l'Union européenne. Là, Scholz reprend les manettes. Certainement sur ordre des États-Unis, bien évidemment. Parce que ça y est, le vent tourne. Le vent tourne. Si les États-Unis abandonnent l'Ukraine, l'Union européenne doit faire de même, bien évidemment. Le toutou va pas désobéir à son maître. Donc l'Union européenne doit avoir la même politique que l'Union européenne. C'est une évidence. Et dans tous les cas de figure, l'Union européenne ne peut pas toute seule aider à vaincre la Russie via l'Ukraine. C'est juste pas possible. Mais ça vous montre la tendance. Vous voyez, c'est des signes à ne pas ignorer tout ça. Donc là, on va passer aux informations diverses. Là, Daily Telegraph, le nouveau dirigeant de Wagner, confirme l'intégration du groupe à la garde nationale russe, c'est-à-dire l'intégration totale de Wagner à l'armée russe, tout simplement. Donc c'est lui, Anton Elizarov, c'est lui le nouveau dirigeant de Wagner, qui a été décidé par le Kremlin, bien évidemment. Voilà, juste petite information, ça va rien changer par rapport à avant, hein, bien entendu. C'est juste qu'il y a une nouvelle tête concernant le chef de Wagner, parce que Wagner existe toujours, bien entendu, hein, même s'il est intégré à l'armée russe, il existe toujours, et il va surtout travailler en Afrique, bien sûr, même si Wagner est toujours très présent en Ukraine, mais de manière très petite par rapport à l'armée régulière. Mais par contre, Wagner est très important en Afrique pour la Russie. Là ici, avec un article de Ukrainska Pravda qui date du 7 février, on va revenir sur le cas de Tucker Carlson. Alors, que lit-on? Le Parlement européen propose d'exclure Tucker Carlson de l'Union européenne suite à une interview avec Poutine. C'est beau, hein, l'Union européenne, hein, qui maintenant ne prend plus de gants. Hein. C'est une entité tyrannique du plus mauvais bois, et l'Union européenne ne s'en cache même plus. Ça y est, c'est roue libre totale. Vous vous rendez compte que l'Union européenne propose ce genre de choses? Mais pourquoi pas? Après tout, l'Union européenne a interdit le journal international Sputnik ainsi que RT International. Pourquoi pas? Ils ont interdit ça dans l'Union européenne, ce qui était déjà un scandale gigantesque. Mais comme il y a les médias occidentaux derrière tout cela, puisqu'ils y participent eux aussi, ça passe. Et là, regardez, le Parlement européen propose d'exclure Tucker Carlson, la plus grande vedette journalistique du monde connue, de l'Union européenne, parce qu'il fait une interview avec Vladimir Poutine. Mais c'est un scandale absolument gigantesque. Et vous allez voir que ça va passer, sans problème. Ça va passer sur les médias vont dire oui, il le mérite, il est méchant. Tucker Carlson est méchant parce que vous comprenez, il fait du vrai journalisme. Donc il est vraiment méchant. Vous voyez jusqu'où ça va? Mais pourquoi pas? Après tout, on a bien emprisonné Julian Assange. Pourquoi pas? Et on en est à ce niveau-là. Et la propagande médiatique est tellement puissante qu'au final, vous avez noté que les peuples du monde ne se soulèvent pas tant que cela. Hein. Personne n'en parle vraiment. Presque à la limite, on pourrait dire que tout le monde s'en fout.
on arrive à faire passer un scandale prodigieux à quelque chose de banal, voire même, oui, il faut dire que c'est bien cela. Vous voyez jusqu'où on en est arrivé, tellement le lavage de cerveau pendant des décennies a été efficace grâce à l'État profond et l'Union européenne. Bah, vous voyez, on en arrive à accepter cela. Parce que croyez-moi, les peuples, tout du moins de l'Union européenne, ne vont pas se soulever d'un seul homme pour Tucker Carlson. Ils ne l'ont pas fait pour Julian Assange, ni pour Edward Snowden, ils vont pas le faire pour Tucker Carlson. Ça passe. Vous voyez la force de la propagande? Et ben voilà, on en arrive là. On a le New York Times qui nous apprend que la Suède clôt son enquête sur les explosions de pipeline, mais reste silencieuse sur les causes. Oh, quel étonnement! Le raccordement au gaz naturel a été saboté en septembre 2022, certainement par le pape, je pense, très certainement. 7 mois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, suscitant de nombreuses spéculations sur les responsables. On n'en a aucune idée. Aucune. C'est le mystère complet. On hésite entre le pape, des extraterrestres, des petits hommes verts. On hésite, on ne sait pas trop entre ces trois-là. Vous voyez la honte un peu, comment on prend les gens pour des imbéciles, mais d'une puissance. Vous vous rendez compte, la Suède clôt son enquête, ne donne aucune conclusion, ne dit rien sur les causes. Personne ne dit rien. Aucun média ne se plaint, aucun gouvernement ne se plaint, personne n'exige d'avoir le rapport d'enquête fait par la Suède, mais aussi par le Danemark, parce qu'il y a le Danemark aussi. Personne ne demande. Ça touche profondément l'Allemagne. Olaf Scholz ne dit rien, il n'en parle même pas, comme si ça n'était jamais arrivé. Mais c'est une honte absolue, une honte absolue. Je voulais vous montrer ça pour vous dire que voilà, ça passe dans le New York Times, parce que c'est un grand journal international. Vous n'en entendrez pas parler dans les grands médias français, par exemple, et ni dans aucun grand média télévisuel d'Europe. Ça, c'est que dans les médias Internet que vous verrez ça. Mais dans les grands médias télévisuels, je suis certain que dans toute l'Europe, personne n'en parle. Personne n'en parle. Enfin, bon, la tyrannie continue vis-à-vis de l'Union européenne qui a décidé que c'était comme ça. Et évidemment, on n'en sortira jamais, sauf vraiment une action très forte de la part des peuples d'Europe. Là, on a l'article de Bloomberg qui date du 4 février et que nous dit-il? Le G7 considère les actifs russes comme garantis pour lever des fonds pour l'Ukraine. Bah oui, on ose tout. Bon, c'est pas la première fois, ce sera pas la dernière. Vous savez tous que les États-Unis, l'Union européenne cherchent à prendre les 300 milliards de dollars en gros de fonds que possède la Russie dans les pays étrangers. Donc ils cherchent à se saisir de ces fonds afin de les donner à l'Ukraine, 300 milliards. Il faut savoir qu'il n'y a que entre 5 et 7 milliards de fonds aux États-Unis bloqués et que le reste est en Europe et principalement en Belgique. En gros, 90% des fonds que veulent saisir l'Occident se trouvent en réalité en Belgique. Donc il y a un tout petit peu aux États-Unis. La plupart des fonds sont en Europe et de ce qu'il y a en Europe, en réalité, c'est en Belgique. Voilà où sont les fonds russes dont veulent se saisir là le G7, mais aussi évidemment tout l'Occident pour parler clairement. Et là, dernier petit article là-dessus, on a la Belgique propose au G7 un plan visant à utiliser les avoirs russes gelés au profit de l'Ukraine. Bien évidemment, ça va dans la continuité de ce que je vous ai dit. Donc vous notez, 4 février, ça vient de Ukrainska Pravda. Et enfin, pour mettre un point final sur ce sujet-là, on a dans Reuters, on a le Kremlin met en garde l'Occident contre l'utilisation des avoirs russes gelés
comme garantie pour l'Ukraine. Donc ça, c'était le lendemain, 5 février, car évidemment, l'Occident a beaucoup d'avoir en Russie. La Russie se ferait un plaisir de prendre les avoirs européens et d'autres qui sont en Russie pour les garder pour eux. Mais de toute manière, cela ne se fera pas. Cela ne se fera jamais, car ce serait un précédent colossal, absolument colossal. Aucune banque, aucun économiste accepte ce genre de choses. Là, c'est la folie des gouvernements d'Occident, mais aucun, alors j'en mettrai mes mains à couper, peut-être que je me trompe, hein, dans leur folie, ils sont tellement fous maintenant, dans le jusqu'au boutisme, mais je n'y crois pas un instant, surtout après ce qu'il s'est passé au niveau du Congrès américain, c'est-à-dire le refus du budget en Ukraine, le fait que très clairement les États-Unis lâchent l'Ukraine, l'Union européenne lâchera l'Ukraine, on a vu qu'Olaf Scholz, ça y est, commence à lâcher l'Ukraine. Donc étant donné tous ces événements, franchement, là c'est l'Union européenne qui pousse en réalité, c'est Ursula von der Leyen et Charles Michel et Thierry Breton qui poussent à fond pour cela, mais ça ne se fera pas. Il y a trop de pays qui le refusent. Ça fera un précédent beaucoup trop énorme. Et si jamais ils faisaient cela malgré tout, c'est-à-dire qu'ils aillent dans leur folie jusqu'au bout, plus personne n'investirait aux États-Unis en Union européenne de peur qu'on leur pique leur argent. Donc ça n'arrivera jamais. Ce n'est que mon avis, mais pour moi, jamais ça n'arrivera. Alors que peut-on dire en conclusion ? Comme je vous le répète toutes les semaines, l'Ukraine c'est fini. Sauf que là, le petit changement qu'il y a, c'est que même les médias commencent à admettre que l'Ukraine est finie. Et le grand signe qui s'est passé il y a peu, c'est le deuxième refus du Congrès américain quant au budget alloué à l'Ukraine. Bon, certes avec Israël, mais bon, là on parle de l'Ukraine. Donc un budget d'environ 60 milliards de dollars qui a été refusé. Et là, les médias sont tous d'accord pour dire que c'est définitif. Donc ils avaient encore un petit espoir complètement fou, un vœu pieux. Mais bon, là, ça y est, ils ont été douchés. C'est terminé l'aide à l'Ukraine vis-à-vis des États-Unis. Et en plus, les États-Unis, cerise sur le gâteau, là, viennent d'arrêter de livrer du GNL à l'Europe. C'est Joe Biden qui a décidé, parce qu'ils en ont plus assez en réalité pour leurs besoins domestiques. Donc ça, c'est... Quand tout va mal, tout va mal. Hein. N'oubliez pas, hein, je vous répète depuis très 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 longtemps maintenant, qu'il y a un effondrement des États-Unis. Et l'effondrement des États-Unis, il est à tous les niveaux. Donc comme ils n'arrêtent pas de mentir sur leur capacité, oui, on va vaincre la Russie, on va faire des sanctions à la Russie, regardez, on est tellement fort. À Zelensky, on lui a dit, mais l'OTAN est tellement puissante qu'on est sûr de gagner, ne t'inquiète pas, etc. Bref, les États-Unis se sont reposés sur leur laurier, sur leur puissance soi-disant militaire et économique, mais en réalité, ils ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Donc tout cela commence à être visible vis-à-vis des médias, et il y aura de plus en plus de signes. Là, les petits signes par-ci, par-là que je vous avais donnés, par exemple, 2 gros assureurs allemands avaient décidé de réassurer les Nord Stream. C'était un petit signe. Là, Olaf Scholz, il y a quelque temps, qui disait oui, faut vaincre la Russie, on va donner plus de milliards à l'Ukraine. Macron qui disait on va donner aussi plus de milliards à l'Ukraine, on va gagner quoi qu'il en coûte. Ça, c'est Macron. Voilà, les temps changent. Et avec les Américains abandonnant définitivement l'Ukraine, eh bien, on a un Olaf Scholz qui a retourné sa veste et qui commence lui aussi à laisser tomber de manière ostentatoire l'Ukraine. Et si l'Allemagne laisse tomber l'Ukraine, autant vous dire tout de suite que c'est le reste de l'Europe. Bien évidemment qu'il laissera tomber l'Ukraine. Donc les 50 milliards sur 4 ans
qui ont été décidés avec l'Union européenne. Maintenant, il y a des chances qu'il n'y ait plus rien, en réalité, qui soit donné à l'Ukraine. Nous verrons bien, on n'en est pas encore là. Mais en tous les cas, tout s'annonce sur le fait que l'Ukraine est complètement abandonnée par les États-Unis d'abord, par l'Allemagne ensuite, et donc par l'Union européenne après. Cela me semble logique. Donc en plus, on a les signes extérieurs terribles, médiatiquement terribles, avec un Zaloujny qui a été viré par Zelensky, chef d'état-major, qui a suivi le licenciement du ministre de la Défense ukrainien, Reznikov, dont on lui a fait miroiter un poste d'ambassadeur à Londres. Il va falloir qu'il laisse sa place pour Zaloujny. On a un général Sierski qui devient chef d'état-major alors qu'il est détesté des troupes ukrainiennes. Rien ne va plus, tout s'écroule. On a Avdiivka, ça y est, qui va être prise par les Russes de manière imminente. Donc on rajoute au symbole politique très grave avec Zaloujny et l'abandon des États-Unis. On rajoute là-dessus un ratage absolu militaire. Les Russes avancent sur tout le front, je dis bien sur tout le front, parce qu'on parle d'Avdiivka, mais il faut voir tout le front d'environ 1000 km où les Russes avancent. Mais Avdiivka reste un symbole. Donc entre Zaloujny qui est viré, qui s'en va en tant qu'ambassadeur à Londres, imaginez-vous l'impression sur les soldats ukrainiens qui vont perdre Avdiivka, une démotivation terrible. Et encore, ça ce sont les faits les plus marquants. Mais je ne vous ai même pas parlé en plus de la mobilisation. 500 000 nouveaux hommes, ça y est. La première lecture a été acceptée à la Rada. Donc rien ne va plus. Donc la population ukrainienne ne veut pas de mobilisation. La population ukrainienne veut la paix. La population ukrainienne en a marre. En a absolument marre. Elle veut la paix. Elle veut le retour des maris à la maison. Elle veut l'arrêt de cette guerre qui n'a aucun sens et qui n'aide que les États-Unis, qui ont été faits pour et par les États-Unis. En 2014, les Ukrainiens commencent à avoir la vérité. Là, le coup de Tucker Carlson qui a pu enfin, après des mois et des mois d'essais, avoir enfin son interview avec Vladimir Poutine est un autre petit signe. Et les signes s'ajoutent. Tucker Carlson, là, qui a été mis dans la liste de Milodvorets, c'est-à-dire des gens à tuer par Kiev. Tout ça, ça se sait. Les Ukrainiens vont se poser des questions à force. Voilà. Donc tout ça ne peut pas continuer. On voit bien que l'Ukraine va droit dans le mur à tous les niveaux. Et même l'Union européenne va droit dans le mur à tous les niveaux. Les États-Unis vont droit dans le mur à tous les niveaux. Ça commence à être beaucoup trop gros. Et ce suicide volontaire de l'Union européenne pour les beaux yeux des États-Unis et le suicide des États-Unis pour les beaux yeux du complexe militaro-industriel des néocons et des démocrates américains, la population américaine, elle aussi, elle en a marre. Tout le monde en a marre. Avec des BRICS de plus en plus puissants, une Russie de plus en plus puissante, que rien n'arrête, malgré les sanctions. Bref, tout cela commence à être trop gros, il y a beaucoup trop de signes. L'absurdité de tout commence à être absolument criant aux yeux de tous. Donc, tout cela ne peut pas durer. Cette absurdité qui n'a aucun sens, avec des États-Unis, une Union européenne qui se battent pour l'Ukraine alors qu'ils n'ont aucun intérêt pour l'Ukraine, aucun, se battent pour la démocratie, la liberté, tout le monde rigole parce que tout le monde sait très bien que tout est faux. Voilà. Bon, bref, on atteint le bout du pathétique et du grotesque. Cela doit s'arrêter et là, je pense, ce n'est que mon avis, je pense que cela va très très bientôt finir. Peut-être avant l'été. Nous verrons bien, je l'espère en tous les cas.
Je l'espère pour la vie des soldats ukrainiens. Je l'espère pour la vie des soldats russes. Je l'espère pour une paix prochaine, afin que tout cela s'arrête, que la souffrance et les morts s'arrêtent. C'est ma grande espérance, pourvu que ça soit le plus rapidement possible. Allez, j'arrête là. On va passer à la carte militaire. Alors en ce qui concerne la carte militaire, il n'y aura pas grand chose à dire, c'est surtout sur Avdiivka. Bon, on va quand même parler de ce qui s'est passé sur Volgograd, où un drone a atterri sur une infrastructure électrique. Ça n'a pas fait vraiment beaucoup de dégâts. Alors on ne sait pas, est-ce qu'il a été tiré de loin ou est-ce qu'il a été tiré proche de Volgograd. On ne sait pas, mais ça n'a pas fait beaucoup de dégâts. Bref, c'est que de la com, hein, comme d'habitude. Là où il y a un autre point bleu, c'est intéressant à savoir, c'est sur Lysychansk. Là, il y a eu une attaque HIMARS. Donc les Ukrainiens ont, comme d'habitude, ont frappé une zone purement civile. Lysychansk, ça a fait 26 morts. Voilà, c'est complètement horrible. Évidemment, personne n'en parle dans les médias. Quand c'est des Ukrainiens de l'Est, hein, ils sont considérés comme Russes, donc c'est pas grave. C'est comme Donetsk, hein, toujours bombardé régulièrement, ça fait des morts par-ci, par-là. Mais aucun média n'en parle, c'est tout à fait normal pour nos médias occidentaux. Voilà, bon, là où il y a les points rouges comme d'habitude, c'est là où ça chauffe le plus. Krinky, ça se bat toujours, hein, mais c'est histoire de dire, hein, bien entendu. Hein. C'est histoire de dire, les Russes, ils attendent, il y a toujours un afflux d'hommes, donc ils les massacrent. Au niveau de la région d'Orirov, rien de spécial, hein, c'est là où il devait y avoir la grande percée l'année dernière ukrainienne. Rien de spécial. Il n'y a pas vraiment d'avancée sur le front. Ougledar, ça se bataille encore, hein, ça bataille encore. C'est moins chaud que la dernière fois. On sent une baisse de régime au niveau de la petite forteresse d'Ougledar. Hein, je vous rappelle qu'il ne reste plus que 2 forteresses en Ukraine qui résistent. La grande Avdiivka et la petite Ougledar. Donc là, il y a une poussée russe ici, exactement là. Et à mon avis, ce n'est que mon avis, la semaine prochaine, il y aura une grosse poussée russe. Parce que d'après ce que j'ai compris, il y a un bon affaiblissement sur Ougledar. Mais il n'y a pas vraiment eu d'avancée russe. Là, il y a eu une avancée russe. Ils ont pris 1 kilomètre ou quelques centaines de mètres, mais il y a eu une avancée ici. Il y a eu une avancée ici. Là, tout ça, là, toute cette partie-là, il y a eu une avancée. Donc, c'est dans la zone de Marinka. Voilà, à l'ouest de Marinka. Donc, ils avancent toujours vers l'ouest. Donc, tout ça, ce sont des points clés stratégiques. Hein, tout ça. Là, ces villes-là, là, ces petites, quoi, ces gros villages ou ces toutes petites villes, comme on voudra. Donc, ces villes-là, là, ces trois-là, là, voilà, ça va débloquer stratégiquement l'oblast de Donetsk, évidemment, Ougledar, qui va être le verrou avec Avdiivka. Mais c'est un petit verrou. Alors, ceux-là sont encore des plus petits verrous qu'Ougledar, mais importants. Malgré tout. Bon, on va passer à Avdiivka directement. Avdiivka, là, il y a eu très grosse avancée russe. Il y a une petite avancée russe dans le sud, mais très petite. Comme je vous l'avais déjà dit, c'est au nord que ça se passe. C'est au nord que ça se passe. Alors, dans les médias, on vous dit, ouais, il y a toujours la route d'approvisionnement. La route d'approvisionnement qui n'approvisionne quasiment plus rien depuis des semaines. Bien évidemment, c'est pas parce que les Russes sont pas là physiquement que la route d'approvisionnement, la seule qui reste, est fonctionnelle. Elle ne l'est pas en réalité. Ce qu'il y a, c'est comme Avdiivka, ça se bat depuis 2014, fin 2014 à Avdiivka. C'est une forteresse énorme. C'est une forteresse énorme. Il y a des souterrains colossaux avec des stocks gigantesques. Donc c'est pour ça qu'ils tiennent aussi longtemps. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret.
Donc moi je dirais que ça fait 2 mois qu'à peu près il y a quasiment plus d'approvisionnement. Là ils tournent sur les stocks. Alors évidemment ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'approvisionnement sauvage dans le sens ultra risqué. Hein, peut-être qu'ils ont sacrifié des centaines d'hommes pour un approvisionnement ces dernières semaines et qu'ils ont quand même eu quelque chose. Mais c'est extrêmement risqué. Et ils évitent la route. Hein. L'approvisionnement se fait par les petites routes de campagne, si tant est qu'il y en ait. Je pense qu'il y en a. Hein. Mais ne serait-ce que pour peut-être envoyer malgré tout quelques troupes et faire sortir quelques troupes. C'est possible. Hein. La nuit, les Russes peuvent pas tout surveiller, en particulier la nuit. Donc c'est tout à fait possible. Alors au début de vidéo, j'avais estimé, je vous avais dit 4000, 5000 hommes. Donc aux dernières nouvelles, ils sont plutôt entre 9000, 10 000. Alors j'ai tous les chiffres, 8000, donc au final, voilà. C'est entre 8000 et 10 000 ce qui resterait dans Avdiivka. Donc je corrige ce que j'ai dit précédemment. Voilà, donc sur le front, alors sur le nord, il ne s'est pas passé grand chose à part quand on monte. Quand on monte. Tac, c'est non. C'est là où il y a eu une avancée, voilà. Là où il y a eu une avancée. Là, il y a eu une avancée. Ici. Alors, bon, c'est pas énorme, mais bon, il y a quand même eu une avancée. C'est toujours ça, quelques kilomètres, mais pas plus que ça. C'est pas énorme. Mais bon, c'est toujours ça. Hein. Là aussi, il y a eu une avancée de quelques kilomètres. Pas énorme aussi, mais c'est toujours ça. Voilà, sinon, sur le chaudron de Siversk, rien de spécial. Rien de spécial. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le front. Donc, bon, pas d'énormes avancées. C'est Avdiivka, c'est là que cela se passait. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire. Voilà, c'est fini. Et n'oubliez pas l'introduction que je vous ai faite. Donc, aidez-moi, partagez au maximum mes vidéos afin que j'ai le plus de vues possible pour pérenniser cette chaîne. Merci encore à vous de votre soutien à cette chaîne qui s'appelle Réinformation sur le monde sur YouTube et Analyse du monde sur Odyssée. Merci encore, merci à tous et toujours, soyez curieux.